Bienvenue mesdames, messieurs au 20h du 18 décembre 2024 sur Camnews 24 et IDFM en direct de Garoua. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Le président de la République, Paul Biya, analyse la situation financière de la sous-région et fonde ses espoirs pour le futur. Objectif primordial, éviter une crise économique et financière. La nouvelle représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, Yvette Muhim-Pundi, et le ministre de la Santé publique, Manauda Malachi, en tête-à-tête à Yaoundé, avec en ligne de mire le renforcement des initiatives de protection des réfugiés. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 20h. Sommet des chefs d'État de la CEMAC. Le président de la République, Paul Biya, analyse la situation financière de la sous-région et fonde ses espoirs pour le futur. Le regard de Paul Biya, c'est dans cet élément que signe Zobel Apollinaire Bon. Lors du sommet des chefs d'État de la sous-région CEMAC à Yaoundé, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a exprimé ses préoccupations concernant l'impact de la situation économique internationale sur les économies de la sous-région CEMAC. Malgré les défis, Paul Biya a souligné que les efforts consentis par les pays de la CEMAC ont permis de consolider la stabilité macroéconomique. Le président de la République a noté que la croissance économique dans la sous-région a connu une légère amélioration, passant de moins 1,16% en 2016 à 2,7% en 2024. Cependant, Paul Biya a reconnu que des défis persistants, tels que la dette extérieure et intérieure, ainsi que la dépendance à l'égard des institutions de Bretton Woods, nécessitent des efforts supplémentaires pour les surmonter. Et enfin, le président de la République, Paul Biya, a lancé un appel à une coopération renforcée entre les pays de la CEMAC pour relever les défis économiques communs et promouvoir une croissance économique durable dans la sous-région. Comme nous vous le disions en titre, Yvette Muhim-Pundi, nouvelle représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, a rencontré le ministre de la Santé publique, Manauda Malachi, le 17 décembre 2024 à Yaoundé. Au menu des échanges, le renforcement des initiatives de protection des réfugiés. Malik Paraizo. Du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, Yvette Muhim-Pundi, a été reçue en audience le mardi 17 décembre 2024 par le ministre de la Santé publique, Manauda Malachi. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la protection des réfugiés et de rechercher des solutions à leurs préoccupations. Accompagnée de son adjoint, Yvette Muhim-Pundi a exprimé la gratitude de l'UNHCR envers le gouvernement camerounais pour ses efforts constants dans l'encadrement des réfugiés. En poste depuis septembre 2024, elle a souligné que le Cameroun est un pays exemplaire en matière d'accueil et de séjour des réfugiés, mettant en avant son leadership exceptionnel en matière d'inclusion. La diplomate a également salué la transformation du centre de santé intégré Minawao en centre médical d'arrondissement et a félicité la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le ministre Malachi Malauda a insisté sur l'engagement du gouvernement camerounais sous l'impulsion du président de la République à assurer l'hospitalité envers les réfugiés sans créer de conflit entre ceux déjà présents et ceux qui arrivent. Selon le HCR, le Cameroun abrite environ 700 000 réfugiés, dont près d'un demi-million dans la région de l'Est. Concernant le rapatriement, la représentante a indiqué que l'UNHCR s'emploie actuellement à organiser le retour de plusieurs centaines de réfugiés dans la région du Nord et de l'Est. De plus, elle a souligné une dérogation pour faciliter l'entrée de médicaments destinés aux réfugiés de la région du Nord. Direction à présent dans l'arrondissement de Lagdo, où la salle de conférence du Centre de promotion de la femme et de la famille de cette unité administrative a servi de cadre au conseil de coordination administrative présidé par LH Moussa, sous-préfet de la dite arrondissement. Cette séance de travail s'est déroulée à huis clos le 17 décembre 2024 avec pour
avec beaucoup de perspectives pour l'année à venir. Boubacar Adam. Bienvenue à Lagdo où se dresse majestueusement la salle de conférence du Centre de promotion de la femme et de la famille. C'est ici que s'est tenu le Conseil de coordination administrative, orchestré sous l'autorité de M. El Hadji Moussa, sous-préfet de l'arrondissement. Cet événement majeur a rassemblé les forces de maintien de l'ordre ainsi que les dignitaires des divers services administratifs, tous unis dans un même élan pour cette séance de travail déterminante à l'approche de la nouvelle année 2025. Dès l'ouverture des débats, M. le sous-préfet a souligné avec éloquence l'impérieuse nécessité d'une synergie entre les acteurs administratifs pour favoriser un développement harmonieux et durable dans l'arrondissement de Lagdo. Il a exhorté chacun à redoubler d'efforts dans l'exercice de ses fonctions, tout en mettant en exergue l'importance de formuler des résolutions judicieuses pour l'année à venir. Parmi les moments marquants de cette rencontre, les chefs des structures ont eu l'occasion d'exprimer leur reconnaissance pour le dévouement et la détermination dont ils ont fait preuve tout au long de l'année écoulée. Le chef du district de santé de Lagdo a été particulièrement loué pour son rôle prépondérant dans la campagne de vaccination, tandis que le directeur de l'hôpital a été salué pour son engagement exemplaire dans une campagne sanitaire fructueuse soutenue par la promesse. M. El Hadji Moussa, satisfait du cadre exceptionnel ayant servi à cette réunion, a tenu à adresser ses remerciements les plus sincères au directeur du CPF de Lagdo pour la qualité exceptionnelle de l'accueil et les préparatifs méticuleux qui ont permis le bon déroulement des travaux. Il convient également de noter que cet atelier s'est déroulé à huis clos sous la direction éclairée du sous-préfet, garantissant ainsi un espace propice aux échanges sincères et constructifs. Chaque chef de service présent a eu la possibilité d'exposer ses réalisations et ses perspectives d'avenir avant que des recommandations ne soient reformulées par le président de séance. Ainsi donc, au terme de cet atelier enrichissant, tous les participants ont uni leurs efforts pour poser les fondations d'un arrondissement empreint d'éducation. Ensemble, ils ont affirmé leur engagement collectif envers un avenir rayonnant pour Lagdo. Un projet qui va révolutionner l'arrondissement de Sanchou dans le département de la Ménois, région de l'Ouest. La construction d'une usine de production et de transformation de manioc en amidon. Le 17 décembre 2024, une équipe du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières était au village Moukop, lieu de l'implantation de l'usine, à l'effet de palper la nature de ces projets. Ali Jida et Michel Ateba. La descente sur le terrain de la mission du ministère du Domaine et des Affaires foncières a permis de jauger le niveau d'avancement de ce projet révolutionnaire au village Moukop, dans l'arrondissement de Sanchou, département de la Ménois. Le projet est fin prêt, je vous dis parce que je suis partie prenante, je siège avec le conseil d'administration, je connais quelle est l'enveloppe, je connais tout ce qu'il y a comme mobilisation autour du projet, les engins, les appareils, je dis tout, le projet est fin prêt. La causerie avec l'élite villageoise a donné l'occasion aux techniciens du MINDAF d'avoir une idée précise de cette future usine de production et de transformation de manioc. Le manioc se consomme sur, je veux dire, des feuilles jusqu'à la racine. Et toutes les parties du manioc sont industrielles, sont industrialisables et donc peuvent permettre de générer de la richesse. Malgré quelques oppositions d'une partie des habitants du village, la grande majorité des autochtones apprécient l'initiative, gage du développement de la localité de Moukop. Les populations vont bénéficier de l'aménagement des points d'eau. C'est 40 forages pour le village Moukop, 40 forages. Ça veut dire que Moukop aura de l'eau qui jaillit de partout. L'outil permanent d'entretien routier est garanti. Ces routes qui sont à l'heure actuelle, qui ne sont accessibles qu'aux véhicules 6 roues,
qui proviennent du sud-ouest, elle est totalement impraticable. En saison des pluies, même les motos, je dis même marcher à pied, c'est très pénible. Et c'est ça qui me préoccupe personnellement et c'est ça qui m'a poussé à convaincre les partenaires à implanter cette unité de production dans une zone aussi enclavée. Sanzo Industries, c'est 46 hectares de terre cultivable en Bocop et ses environs. L'implantation de cette usine de transformation de manioc en amidon, selon les populations de ce village, est comme une manne qui leur tombe du ciel. Ils vont nous faire sortir dans la misère, merci beaucoup, que le projet puisse passer. J'ai dit carrément oui, il m'apporte le projet, ça va développer mes enfants que je ne sois pas le noir. Il m'apporte l'éclairé, la roule là, il met tout le projet. Tout ce qu'il veut faire, il fait. Dans moi, chez moi, en Bocop. Avec ce projet, nous voulons toujours le suivre jusqu'au bout. Nous disons merci avec amour. Et ces mamans qui sont ici aujourd'hui ont un petit mot pour dire que, ouais papa, nous te disons merci. C'est le cœur. Place donc à l'action à présent pour voir Sanzo Industries sortir des terres. AD Event Designer a célébré le potentiel exceptionnel des femmes le 15 décembre 2024 lors d'une cérémonie émouvante dédiée à la remise d'attestations à plus de 40 apprenantes. L'idée est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Malik Paraiso. Le dimanche 15 décembre 2024, la salle de réception de l'hôtel Sky a vibré au rythme de la réussite et de l'émotion lors d'une cérémonie mémorable dédiée à la remise d'attestations à plus de 40 apprenants. Cet événement marquant a vu la présence de plusieurs personnalités influentes témoignant de l'importance croissante de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur de l'événementiel. Quand j'ai connu AD, je suis venue avec tellement d'ambition. Et je me suis rendu compte avec la formation d'AD que j'étais même très peu ambitieuse. Parce que ce qu'on nous donne à AD va au-delà de nos attentes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le Seigneur qui m'a conduit sur la voie d'AD. Parce que j'ai cherché et je suis tombée finalement sur la maison qu'il me fallait. La promotrice et directrice Aïcha Dramé, visiblement satisfaite de cette initiative, a exprimé son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Qui fait dans la décoration événementielle, la formation en marketing digital et le leadership et l'entrepreneuriat. Voilà, je suis très contente de partager ce moment avec tout le monde ici aujourd'hui. Et pour moi, mon objectif, c'était de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, d'encourager les femmes à entreprendre dans le domaine de l'événementiel. Les lauréats rayonnants de fierté ont partagé leur gratitude envers AD Event Designer et sa promotrice. Elles ont souligné l'impact positif des formations reçues. Je suis très émue pour cette attestation et je suis en joie parce que pendant cette formation, nous avons appris beaucoup de choses et aujourd'hui, nous avons eu notre diplôme. Nous disons merci à AD Event. Parlons à présent de l'éclairage public pour dire que l'île de Maljédou, dans la région du littoral, sera électrifiée à l'énergie photovoltaïque. Malik Paraiso nous en dit plus. L'électrification à l'énergie photovoltaïque de l'île de Mandjedou se dessine. Mouanko, le 12 décembre 2024, la Marine nationale a entrepris une mission sur l'île de Mandjedou, située dans l'arrondissement de Mouanko, pour évaluer les conditions logistiques nécessaires à l'acheminement d'équipements destinés à une mini-centrale solaire, pilotée par l'Agence d'électrification rurale. Cette initiative promet de transformer la vie des habitants de cette île isolée. Accompagné de Mohamedou, responsable de l'AER, le commandant de la base navale de Douala, Jean-Michel Fegueux, a été chaleureusement accueilli par le sous-préfet et le maire qui ont souligné l'importance cruciale de cette opération pour assurer un avenir énergétique durable. Un projet qui pourrait également servir de modèle pour d'autres villages. En sport, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, tend de manière définitive vers la professionnalisation des encadrements techniques des équipes
nationale. Seuls les diplômes CAF seront acceptés pour occuper les bancs de touche des équipes nationales. Ali Djidda et Michel Ateba. Une étape décisive franchie par le comité exécutif de la Confédération africaine de football dans la professionnalisation des encadrements techniques des sélections nationales. Désormais, seules les qualifications reconnues par la Confédération seront acceptées pour occuper les bancs de touche, mettant ainsi fin à l'ère des sélectionneurs improvisés. Pour diriger une sélection nationale senior homme, le technicien doit impérativement détenir la licence ACAF ou la licence CAF Pro et son adjoint ou assistant la licence CAF A. Cette exigence vise à garantir un niveau technique et tactique conforme aux standards internationaux. Concernant les équipes seniors dames, la CAF impose aux sélectionneurs de posséder la licence CAF A et CAF B pour les assistants. Pour les équipes nationales masculines des catégories U17, U20 et U23, le sélectionneur doit avoir une licence CAF et CAF B pour les assistants. Chez les dames, une licence CAF B et CAF C pour l'assistant. Cette décision ambitieuse de la Confédération africaine de football marque un tournant majeur dans la structuration du football africain. CAF Award, Ademola Lookman succède à Victor Osimhen, vainqueur l'année dernière. La cérémonie de distinction des meilleures joueuses et joueurs s'est déroulée lundi 16 décembre à Marrakech au Maroc. Dans la catégorie meilleur gardien africain, contre toute attente, c'est Ronwen Williams qui a été sacré devant André Onana. Ali Djidda et Michel Ateba. André Onana, choix des joueurs, et Ronwen Williams, celui des experts de la Confédération africaine de football. Le gardien de but sud-africain a été récompensé grâce à sa brillante Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, demi-finaliste et un record exceptionnel d'arrêt lors de la séance des tirs au but en quart de finale face à la Guinée équatoriale. On se souvient que le gardien sud-africain avait enrayé 4 tirs au but lors de cette séance. Il a donc été préféré à André Onana qui a fait une compétition catastrophique avec un seul match joué. Toutefois, le gardien camerounais est dans le 11 de l'équipe type africaine de l'année, une exclusivité de la FIFA Pro Division Afrique. Ici, le jury est exclusivement constitué des joueurs des sélections nationales africaines seniors. Par contre, celui de meilleur gardien africain de l'année est une exclusivité de la CAF. Son jury est composé des experts et légendes de la CAF, anciens footballeurs, entraîneurs et journalistes. En clair, pour les footballeurs africains, c'est André Onana le meilleur gardien et pour la deuxième fois de suite. Et pour les experts de la CAF, c'est le Sud-Africain Ronwen Williams du Mamelodi Sundowns. Une conclusion touffue et ambiguë, pensent plusieurs observateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin du 20h du 18 décembre 2024 sur CamNews 24 et IDFM. Merci pour votre aimable écoute. Agréable soir à tous.